la droite, le grand entretien, Liselotte Dutreuil. Comme je viens de l'annoncer, donc je suis avec Charles Danjou, le président fondateur d'Omerta Media. Bonjour Charles Danjou. Bonjour Liselotte. Alors aujourd'hui, on va présenter donc ce dernier numéro que vous nous proposez, qui est disponible aujourd'hui, si je ne m'abuse, à la vente. Oui, dans plus de 5000 kiosques partout en France et sur notre site internet www.omertamedia.fr. Chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et donc le titre « Trump, l'Empire contre-attaque », un titre prometteur. On parle de l'ami américain, ami qui n'en est pas forcément un. Alors déjà, pourquoi ce numéro, Charles Danjou ? Parce que l'ingérence américaine et puis globalement, les relations entre États-Unis et France, quand ce ne sont pas les relations officielles et celles qu'on peut clamer tout haut, c'est un peu tabou. Oui, cette rentrée, la présidentielle américaine va occuper quasiment 3 mois d'actualité, donc il nous a semblé pertinent de faire un magazine consacré aux États-Unis avec un angle qui est double. D'abord, le retour de Donald Trump qu'on annonçait comme battu et comme incapable de revenir, voire même condamné par la justice américaine et donc dans l'impossibilité de se présenter. Et puis qui finalement a écrasé la concurrence au sein du Parti républicain et est redevenu le candidat légitime pour cette élection présidentielle. Ça, c'est le premier angle. Et le deuxième angle, c'est effectivement les ingérences américaines en France, puisque que le président américain soit républicain ou démocrate, on vit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sous une influence américaine qui est permanente et qui est, on le décrit dans le magazine, en réalité croissante au fil des années. Notamment cette influence depuis 20 ans, elle s'accélère depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Elle s'accélère et avec Macron, elle est quasiment omniprésente. On va en reparler dans un instant, mais du coup, on va commencer par Trump, puisqu'effectivement, les élections américaines sont d'actualité. Trump qui était donné perdant, qui avait disparu et qui revient flamboyant, même comme un homme providentiel, après les différentes attaques qu'il a subies pour attenter à sa vie. Aujourd'hui, Trump, il apparaît comme la figure qui va lutter contre une forme de totalitarisme woke. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les Américains, les prochaines élections, c'est simple, c'est un choix justement entre la voie du wokisme ou une voie pour retrouver un certain conservatisme, Charles Danjou ? Ce qu'on observe, c'est qu'aux États-Unis, la figure de Donald Trump est exécrée, voire haïe par une partie du camp démocrate, en particulier par la partie la plus radicale, celle dont vous parliez, en fait le courant wokiste, qui voit en lui un réactionnaire, un fasciste, etc. Et donc, au-delà de la personnalité de Donald Trump, qui est haute en couleur, il est parfois exubérant, parfois il en fait trop, parfois il donne dans la vulgarité, etc. Mais au-delà de sa personne, il représente une Amérique républicaine, mais pas seulement, qui refuse le radicalisme woke. Et je dis pas seulement parce qu'il y a aussi une partie du camp démocrate de la côte ouest qui en fait a quitté le Parti démocrate justement sur cette question du wokisme, parce que traditionnellement, c'est vrai qu'ils sont plus proches d'une politique plus sociale, moins libérale, mais sur cette question des valeurs, le wokisme ayant entraîné le Parti démocrate, les élites du Parti démocrate dans son sillage, beaucoup de démocrates ont décidé de quitter les rangs de ce parti. Et alors pour certains, ils ont clairement rejoint le clan républicain, c'est le cas notamment de Kennedy. Et pour certains, ils sont encore en position d'attente, mais il est vraisemblable que dans cette campagne présidentielle, Donald Trump puisse, contrairement à 2016, aller chasser assez largement sur les terres du Parti démocrate et sur les terres aussi des Afro-Américains et des Latinos qui traditionnellement aussi votaient pour le Parti démocrate, mais qui, observant le développement et la place occupée aujourd'hui par l'idéologie transgenre et ce que représente le wokisme, tout simplement aussi par peut-être instinct de protection, par instinct de survie, j'allais dire, rejoignent le camp de Trump. Dans votre édito, vous concluez avec cette phrase « Si Trump est élu, le cours de l'histoire pourrait changer ». Charles Danjou, est-ce que ce cours de l'histoire, il pourrait changer pour la France aussi en fonction de ce résultat des élections américaines ? On a l'habitude de dire que les Français font comme les Américains avec 20 ans de retard. Donc c'est vrai que en même temps, un mandat présidentiel américain, c'est assez court, c'est 4 ans. Donc en 4 ans, on ne peut pas changer radicalement le cours de l'histoire. Mais c'est vrai que si Trump arrivait au pouvoir, il impulserait une politique qui
vraisemblablement sera assez radicalement différente de celle de Biden et celle que projette de faire Kamala Harris, sur tout un tas de choses. D'abord, effectivement, on en parlait sur le plan du wokisme, puisque Trump n'est pas un ultra-conservateur, il a divorcé 4 fois, c'est un amateur de femmes, je veux dire, c'est pas il ne le revendique pas d'ailleurs. Mais quand même, par rapport à ce qui est proposé de l'autre côté, c'est quand même quelqu'un qu'on peut qualifier de traditionnel. Et donc, peut-être mettre un frein, effectivement, réimpulser, redonner vie au mouvement conservateur dans la politique américaine, ça aurait forcément un impact en France. Il y a aussi le secteur de la politique étrangère, puisque Trump, on le qualifie souvent de protectionnisme. Il faut, je pense, pas imaginer que Trump élu, l'Amérique s'arrête de s'ingérer dans les affaires du monde. Mais la politique américaine serait quand même différente. On parle de l'Ukraine, on pense aussi au Moyen-Orient, on pense à la Chine. Trump est un nationaliste et dans son logiciel, la seule boussole qui compte, c'est les intérêts américains. Il n'y a pas d'idéologie mondialiste dans son logiciel. Il n'y a pas l'export de l'imposition de la démocratie dans le monde, ce qui est fondamentalement dans le logiciel démocrate. Et surtout, c'est contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout un belliciste. Les plus bellicistes aux États-Unis, ce sont les démocrates. Il y a la parenthèse Bush, mais qui est plus proche du mouvement néoconservateur que du mouvement républicain traditionnel. Mais les vrais bellicistes aux États-Unis, ce sont les démocrates. Et donc, pour ces raisons et pour tout un tas d'autres raisons, c'est vrai que Trump pourrait changer pas mal de choses. On sait les rapports compliqués qu'il entretenait avec Emmanuel Macron. Et donc, les États-Unis restant malgré tout le suzerain des États européens, il serait certainement en mesure d'imposer un certain nombre de choses qu'on peut considérer, comme sur le plan national en France, comme plutôt positives. Vous avez reçu Caroline Galacteros qui se confie donc dans ce numéro d'Omerta en disant « L'Amérique vit par la guerre, l'Europe refuse de le voir ». Et vous l'avez mentionné, pourtant Donald Trump n'est pas un belliciste, il a rompu avec cette tradition guerrière en mettant un coup de frein à l'interventionnisme armé des États-Unis dans le monde quand il était président des États-Unis. Est-ce que les États-Unis pourraient survivre sans guerre ? Est-ce que Donald Trump peut réellement rompre avec cette tradition ou bien est-ce qu'il devra forcément s'y soumettre à un moment ou un autre ? Je pense que, je l'ai dit, Donald Trump n'est pas un belliciste, donc les interventions que les démocrates affectionnent depuis plus de 30 ans, on pense par exemple au Kosovo avec l'intervention de Clinton et de Madeleine Albright, ça, je pense que c'est pas tellement, je le disais, dans son logiciel. Ceci étant, le leadership américain, y compris avec Trump, s'exerce par la puissance. Et quand on pense aux États-Unis, on pense à la puissance du dollar, mais on pense aussi et surtout à sa puissance militaire. Sa puissance militaire, elle est d'abord celle de son complexe militaro-industriel. Les Américains sont un très grand producteur d'armes, un très grand vendeur d'armes, et donc ils ont besoin de vendre leurs armes partout dans le monde. Ceci étant, il ne faut pas imaginer que ce complexe, qui est aussi un lobby, je dirais, soit capable de définir la politique étrangère américaine, mais ça compte. Et donc, je pense le Trump, c'est ni noir ni blanc. Je pense qu'il est tout à fait capable d'imposer ses vues et d'établir des rapports de force, et aussi d'aller sur des interventions armées, mais c'est pas tellement... il n'y a pas dans son esprit la volonté de changer le monde et d'imposer la démocratie et de faire payer... les États voyous, etc. Il est beaucoup plus prudent et c'est un homme d'affaires. Et donc, il affectionne les deals et donc il est prêt, à mon avis, à dealer avec Vladimir Poutine, y compris, d'ailleurs, on l'avait vu avec le leader nord-coréen, ça ne lui pose aucun problème. Vous avez mentionné le mot « suzerain » et c'est un mot qui revient très souvent dans ce numéro. Les États-Unis sont présentés donc comme le suzerain. A contrario, nous serions un vassal. On connaît l'influence des États-Unis en Europe, notamment par le biais de l'OTAN. Est-ce que sous cette influence de façade qui est finalement assez officielle et presque assumée, est-ce qu'il y a une partie émergée de l'iceberg dont on se doute moins, Charles d'Anjou ? Alors d'abord, quand on parle de rapport vassal-suzerain, il faut bien constater que, surtout sous la présidence d'Emmanuel Macron, parce que sous Sarkozy, sous Hollande, sous Chirac,
ces personnalités politiques et le personnel politique avaient quand même un vieux logiciel, le logiciel de la politique de l'ancienne école. Donc il y avait quand même des garde-fous, on ne pouvait pas tout se permettre. Il y avait quand même chez Hollande, il y avait quelque chose qui restait un petit peu de la Mitterrandie, de la Chiraci. Bon. Avec Macron, on passe sur autre chose. C'est une nouvelle génération. Et cette génération de responsables politiques, d'ailleurs pas seulement, beaucoup de hauts fonctionnaires, beaucoup de journalistes, de patrons de médias, sont mentalement et psychologiquement devenus depuis des années des vassaux et des soumis de la politique américaine, en particulier du Parti démocrate. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de Donald Trump dans l'actualité, il est donné perdant par quasiment tous les médias mainstream, y compris d'ailleurs parfois sur CNews, où en fait c'est le loser, il a déjà perdu. Harris sort d'un dessin animé, c'est la nouvelle héroïne, etc. Donc cette classe de dirigeants, elle est psychologiquement déjà avec le logiciel américain, le logiciel démocrate dans la tête. Et puis ce qu'il faut noter, c'est que c'est vrai que la conséquence, c'est que la politique française, en particulier dans le domaine de la politique étrangère, est systématiquement, sous Emmanuel Macron, alignée sur les intérêts et la volonté américaine. C'est systématique. Et donc, je dirais, cette soumission psychologique, en fait, naturellement entraîne un alignement de la politique. C'est vrai que certains d'entre eux aussi, on le détaille dans ce magazine, font partie depuis longtemps de cercles américains et de ce qu'on appelle des réseaux d'influence, sont devenus quasiment des agents américains. Et donc, pour certains même d'ailleurs, sont payés comme consultants par des instituts de recherche, des think tanks américains, pour influer sur, faire du lobbying, en fait, faire de l'influence sur la politique, les secteurs médiatiques, culturels en France. Là, il y a des missions qui leur sont assignées, on les voit parfois assez régulièrement sur des plateaux de télévision porter la bonne parole. C'est assez effrayant. L'actualité en ce moment est assez secouée depuis les révélations de Cash Investigation concernant le rôle de McKinsey. Ça rejoint un peu ce que vous nous expliquez. Donc McKinsey, le cabinet de conseil américain qui a joué un grand rôle dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Et puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, on peut nommer aussi François Hollande, puisque tous deux ont participé au programme Young Leaders de la French American Foundation. Et donc le but de cette fondation, c'est de former des poulains, des futurs leaders politiques et économiques en France et aux États-Unis. Donc la question qui rejoint ce que vous nous expliquez à l'instant, c'est est-ce que les Américains sont-ils désormais les vrais faiseurs de roi en France ? D'une certaine manière, oui, mais c'est fait de manière aussi assez subtile, c'est-à-dire que le grand public, en fait, ne comprend pas, n'est pas au courant de la problématique. Quand on parle d'ingérence étrangère, c'est vrai que on nous parle souvent d'ingérence étrangère. Emmanuel Macron a organisé des commissions d'enquête sur les influences, les ingérences étrangères. Tout ça, c'est vrai, mais ça concerne toujours les mêmes, c'est-à-dire les Russes, les Chinois, les Qataris, les Émiratis qui se sont fait prendre la main dans le sac à Bruxelles en payant des députés européens pour influer sur les votes. Tout ça, c'est bien identifié et je dirais les services de contre-espionnage travaillent dessus, les médias dénoncent, etc. Ça, pas de problème. Le seul pays dont on n'a pas le droit de parler, en ce qui concerne les ingérences et l'influence, ce sont les États-Unis. Et en réalité, c'est le pays qui est le plus puissant dans le domaine. C'est-à-dire que, et ça date pas d'il y a 5 ou 10 ans, les États-Unis, en réalité, contrairement à la Russie, puisque la Russie a eu la guerre froide, donc il y avait un mur, et à part des opérations du KGB pendant la guerre froide, il y a 70 ans où les Russes n'ont pas pu faire grand-chose. Les Américains, ça démarre au moment où les Américains débarquent sur les plages de Normandie. Ouais. C'est le plan Marshall. Et c'est là où l'influence américaine commence à se mettre en place. Et depuis, elle est en fait croissante. Et on a l'impression qu'on n'a pas le droit, ça fait partie des tabous un peu modernes, on n'a pas le droit d'en parler parce que c'est vrai que dès que vous mettez le doigt dessus, eh bien vous tombez sur des dizaines, voire des centaines d'affaires. Vous parliez de McKinsey à l'instant. Et sous la gouvernance Macron, l'ombre américaine est absolument omniprésente, que ce soit en politique, mais aussi dans le paysage médiatique et culturel.
Quand vous dites qu'on n'a pas le droit de mettre le doigt dessus, est-ce qu'il y a un sentiment, est-ce qu'on se place pas justement d'emblée dans cette position de vassal, comme dans une espèce de redevance éternelle, où en fait, comme les Américains ont débarqué en France pour nous sauver des heures les plus sombres de notre histoire, et bien du coup, voilà, il y a cette redevance et finalement on n'a plus le droit d'y toucher et tout est permis. Oui, absolument. Et c'est d'autant plus paradoxal que on observe depuis plusieurs années qu'en fait, la politique américaine concernant son vassal, en l'occurrence la France, n'est pas tellement bienveillante. Normalement, un suzerain, je dirais qu'il s'occupe de ses vassaux et il fait en sorte que les relations se passent bien, etc. Là, en réalité, les Américains ont une politique assez agressive, notamment dans le secteur économique et industriel. On n'a pas, tout le monde connaît l'affaire Alstom, évidemment, bradée par Emmanuel Macron, mais il y a aussi la vente des sous-marins à l'Australie, où là, effectivement, le contrat est conclu par la DCNS, par les Français, avec le ministère de la Défense australien, et quelques jours à peine après la signature du contrat, eh bien, les Américains interviennent et sabotent l'accord et récupèrent le contrat. Bon, c'est une pratique commerciale qui est totalement déloyale. Et surtout, ça montre bien qu'en réalité, bien qu'étant vassalisé et étant parfaitement aligné avec la politique américaine, notamment dans la politique étrangère, eh bien, ça ne les empêche absolument pas de nous saborder et de torpiller des contrats. Et là, on prend 2 exemples, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Vous en présentez un bon nombre justement dans votre numéro. Il y a une espèce de florilège de toutes les affaires d'ingérence des États-Unis. Chers auditeurs, on vous invite à le découvrir. C'est en page 93 pour ceux qui se procureront le numéro. C'est édifiant. Est-ce que la France aurait les moyens de résister à l'influence américaine, Charles Danjou? Parce que là, on dresse le constat, mais est-ce qu'il y aurait des solutions qui se dessinent, ou bien est-ce que ces décennies de vassalisation auront raison justement de la souveraineté de la France vis-à-vis des États-Unis? D'abord, on l'a déjà fait, puisqu'il faut se souvenir quand même que malgré tous ces défauts, tous leurs défauts, les présidents Mitterrand et Chirac avaient quand même le courage de pouvoir dire non. Alors pas systématiquement, mais on pense évidemment au refus de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin d'entrer en guerre contre l'Irak, ce qui a valu d'ailleurs très très cher à la Chiraquie et à la France, puisque les Américains d'ailleurs l'ont dit immédiatement, ils détruiront la Chiraquie et ils feront payer la France. Donc ça nous a valu des années de French bashing dans les médias anglo-saxons. Non, en réalité, c'est tout à fait possible, ça a déjà été fait. Il faut simplement, effectivement, qu'il y ait une impulsion assez forte dans la tête de nos dirigeants. Mais pour ça, il faut qu'ils aient une vision aussi de ce que doit être la France dans le monde. Si c'est rompre avec les Américains sans trouver de nouvelles alliances et de nouveaux partenaires sur lesquels s'appuyer, effectivement, ça n'a aucun sens. Le problème, c'est d'arriver à trouver des équilibres. Mais je dirais que c'est même la meilleure solution pour garder de bonnes relations avec les Américains, des relations équilibrées. Pas vassalisées, mais équilibrées, et puis de partenaires, c'est de pouvoir se faire respecter. Et on ne se fait pas respecter quand on dit oui systématiquement à tout et quand on baisse la tête, ce qui est le cas actuellement. Il faut savoir, je pense, retrouver une politique, politique assez classique, en fait, politique française assez, je pourrais dire, de l'ancienne école, qui en fait... était au centre des grands équilibres, des grandes puissances. La France n'est pas une grande puissance de premier rang, mais par contre, elle est très utile, elle est très efficace quand elle est une courroie de transmission entre Amérique et Russie, par exemple. Là, effectivement, elle est tout à fait pertinente. Est-ce qu'on peut parler de la puissance américaine et de ses rapports de force sans aborder la question presque de la psychologie, avec cette mentalité américaine, justement, dont même la population en est convaincue, l'Amérique vaut mieux que le reste du monde. Il y a une certaine forme de fierté, presque d'arrogance, on peut le dire. Est-ce que vous pensez que dans une certaine mesure, probablement un peu moins mégalomane, c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Europe, de retrouver ce sentiment de fierté et puis cette assurance? Aux États-Unis, il y a 2 choses. Il y a d'abord le struggle for life, donc il faut se battre pour être les meilleurs. Donc c'est je dirais, une idéologie de la survie et de la conquête. Il y a aussi un deuxième élément, c'est tout simplement quand on regarde une carte des États-Unis,
on se rend compte que les États-Unis sont coupés du reste du monde par l'océan Atlantique à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest. Et je pense que la donnée géographique, géopolitique, influe beaucoup sur les États-Unis, sur les peuples du monde, mais en particulier sur les Américains, parce qu'en fait, ils ont une puissance qui est mondiale, mais eux-mêmes ne sont connectés à personne. Ils sont connectés au monde latinos par le Mexique. Et au Canada, c'est quand même pas grand-chose pour comprendre les réalités des peuples d'Asie, des peuples européens, des peuples africains, etc. Donc ça, je pense que c'est inhérent. Malheureusement, ça fait partie des données fondamentales du peuple américain. Il faut faire avec. Par contre, effectivement, concernant les peuples européens, ils sont très divers. Ils ont des intérêts très divers. Effectivement, ce qui serait intéressant, c'est de prendre conscience que ce qui est en train de monter aux États-Unis, de manière assez décomplexée d'ailleurs, c'est-à-dire le retour d'un conservatisme qui est en fait un alliage entre tradition et modernité. Donc c'est très intéressant. Ça veut dire qu'ils prennent le meilleur de la tradition, mais ils sont capables aussi de se projeter dans la modernité, dans le futur, sans regarder en permanence en arrière. Ça, c'est une réflexion intéressante et que les Européens pourraient avoir. Pour ça, il faudrait mais je crois que c'est en cours quand même, ça se développe. Il faudrait qu'ils en aient conscience et puis qu'à un moment donné, ils brisent leur chaîne et qu'ils acceptent de se libérer. Et en réalité, c'est pas tellement se libérer des Américains, c'est surtout se libérer d'élites qui veulent les entraîner vers, en l'occurrence, ce qui s'est fait de pire aux États-Unis. Voilà. Ouais. On parle beaucoup d'influence guerrière, d'influence économique. Il faut aussi mentionner le soft power américain qui est surpuissant. Il a tellement infusé l'Europe aujourd'hui, et la société française en particulier, que selon vous, est-ce que l'on pourrait le qualifier aussi d'ingérence, ce soft power qui est devenu surpuissant dans nos sociétés? C'est un soft power, mais pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des actions d'influence qui sont calibrées, qui sont préparées. Sur la guerre en Ukraine, on voit qu'il y a un certain nombre d'intervenants qui, évidemment, sont briefés avant, que ce soit à l'ambassade ukrainienne ou par l'ambassade américaine. Il y a des éléments de langage qui sont transmis. Donc tout ça, c'est calibré, c'est minuté, et c'est des opérations d'influence classique. Mais je dirais les Américains, au bout de 80 ans d'influence par le cinéma, par la culture, par la littérature, vous vous souvenez des séries américaines, Sex and the City, etc. Tout ça, par la culture américaine notamment, pas besoin de faire appel à des espions, la culture américaine a tellement imprégné le cerveau de beaucoup de Français qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Une partie des Français sont déjà américanisés, mais le pire surtout, c'est les élites. C'est-à-dire que il y a absolument... le traitement de la campagne américaine en ce moment est un très bon exemple, en fait. À 95% sur les plateaux de télévision, vous avez des fans de Kamala Harris. Alors qu'en fait, ces gens-là ne voteront pas puisqu'ils ne sont pas américains. Ouais. Mais dans leur tête, c'est une évidence que le parti démocrate est le parti du bien et qui doit gagner contre Donald Trump, qui est présenté comme le diable. Ouais. Le temps avance, donc j'essaie de sauter d'un sujet à l'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'influence américaine sans évoquer le nom de George Soros. Vous le présentez ainsi, la formule est bien trouvée. Le philanthrope qui hait l'humanité, un milliardaire qui, au-delà des réseaux d'influence, contrôlerait en réalité une vraie mafia, Charles d'Anjou. Oui, la particularité de George Soros, c'est un immigré hongrois qui fait fortune aux États-Unis. Il n'est pas le seul. Il y en a un certain nombre. Il y a un certain nombre d'Américains qui viennent d'Europe de l'Est. Sa particularité, c'est que il est dans un combat idéologique total, et avec son fils d'ailleurs, qui je crois est pire que le père. Et eux, en fait, la matrice des Soros, c'est de changer le monde. Et de changer le monde et surtout de changer les peuples américains, ça fait en partie, et surtout les peuples européens. On voit bien qu'il y a une pression constante des fondations Soros pour faire avaler au peuple européen le wokisme, le métissage, le cosmopolitisme, le mondialisme, etc. Et c'est une véritable machine de guerre qu'a dénoncé d'ailleurs Viktor Orban. Puisque Soros vient de Hongrie, Viktor Orban est un opposant à George Soros depuis des années. C'est ce qui a fait aussi son succès, c'est ce qui fait que
D'ailleurs, on en parle dans le magazine. C'est ce qui fait que Viktor Orban, aujourd'hui, est à la pointe du renouveau conservateur en Europe. C'est parce qu'il le connaît très bien et qu'il a forgé ses idées et son combat en opposition à celui de George Soros. Est-ce que si jamais Trump gagne les élections présidentielles, on pourrait assister à un combat de milliardaires entre George Soros et Donald Trump ? George Soros, je disais, il est plutôt en déclin. Je crois que c'est surtout d'abord c'est son fils qui reprend le flambeau. Mais son fils, vous savez, le combat, il est déjà engagé en fait. Quand Trump sera président, il aura autre chose à faire que de parler de George Soros. Mais le combat entre Trump, je dirais, ses alliés, les gens qui le soutiennent, les instituts de réflexion, les think tanks qui soutiennent Trump, sont évidemment en guerre contre les Soros. Et il n'y a pas que George Soros depuis des années. Et le combat, je le disais, cette élection américaine, elle est radicale parce qu'en fait, la politique s'est radicalisée. La politique s'est radicalisée parce que aujourd'hui, c'est très difficile de ménager la chèvre et le chou. Et aux États-Unis, soit vous êtes contre l'idéologie woke et vous êtes pour le sorte de renouveau conservateur et de promotion de valeurs traditionnelles, soit en fait vous n'existez pas. C'est ce qui fait que aujourd'hui vous avez au moins 2 tentatives d'assassinat sur Trump. C'est parce que il représente ce que le entre guillemets le camp du bien, le camp de la démocratie américaine refuse absolument. C'est-à-dire une Amérique qui ne veut pas mourir et qui a trouvé un leader qui est capable de la porter au pouvoir. Il nous reste quelques minutes, Charles d'Anjou. Vous l'avez dit en début d'interview, il y a beaucoup de Français et d'Européens qui ne se doutent pas de l'ampleur justement de l'influence des États-Unis. On en parle de temps en temps, on le voit comme vous le disiez dans la culture, le cinéma, sur les plateaux télé. Ça va bien au-delà. Est-ce que avec ce numéro, vous tentez aussi d'agir sur une forme de prise de conscience et est-ce que vous pensez que justement si elle avait lieu, ça pourrait changer la donne ? Oui, parce que Trump... Côté républicain, en fait, Trump n'a peut-être avec Reagan un peu, mais n'a jamais eu son équivalent. Là, il offre aux Américains une sorte de vision old school de la politique et de ce que devrait être l'Amérique. Et donc, c'est effectivement un moyen, c'est peut-être la planche de salut pour les Américains. Et côté français, effectivement, en politique, tout est possible. Donc, on peut aussi espérer que si les États-Unis nous ont inspirés parfois pour de très bonnes choses et souvent aussi pour de très mauvaises choses, ils puissent aussi montrer la voie, comme d'ailleurs Orban en Hongrie a peut-être des perspectives politiques qui soient plus favorables, parce que là, effectivement, depuis 10 ou 15 ans, c'est une dégradation constante. Il est temps d'en sortir. Ouais. On va finir sur ces bons mots. Merci beaucoup Charles d'Anjou. Je rappelle que vous êtes président fondateur d'Omerta Média et donc vous proposez dans les meilleurs kiosques de France cette semaine Trump, l'Empire contre-attaque, le dernier numéro d'Omerta. Chers auditeurs, vous pouvez vous le procurer pour découvrir donc tous les enjeux de la campagne américaine et surtout tous ces cas d'ingérence que vous avez décortiqués, qui sont bien plus nombreux qu'on ne pourrait l'imaginer, même chez les plus avertis. Merci à très bientôt.